Nous nous trouvons à présent dans la cabane où j'écris. Cela fait maintenant 30 ans que je travaille ici. Avant de commencer, il est important de... Et entre eux, j'aime bien vérifier que j'ai tout ce dont je vais avoir besoin près de moi. Des cigarettes, bien sûr, du café, des chocolats. Et je m'assure toujours que mon crayon est bien taillé avant de commencer. J'ai 6 crayons. Ensuite, je nettoie ma table de travail de ces pelures de gomme. Voilà. Quand tout cela est fait, on peut s'y mettre. On commence par quelques petites corrections. 41 ans. Voilà. Henry Sugar avait 41 ans. C'était un homme riche et célibataire. Riche parce qu'il avait un père riche. Désormais mort et célibataire parce qu'il était trop égoïste pour partager son argent avec une femme. Il mesurait 1,88 m, mais n'était peut-être pas aussi beau qu'il le pensait. Il prêtait grande attention à ses vêtements. Il se faisait faire ses costumes chez un tailleur réputé, ses chemises chez un chemisier, ses chaussures chez un bottier. Son coiffeur rafraîchissait sa coupe tous les 10 jours, et il en profitait pour se faire faire une manucure. Il conduisait une Ferrari qui lui avait coûté le prix d'une jolie petite maison de campagne. À l'instar de ses amis qui étaient tous riches, il n'avait jamais travaillé de sa vie. Des hommes comme Henry Sugar, on en trouve partout dans le monde, flottant au gré des courants. Ils ne sont ni particulièrement méchants, ni particulièrement bons. Ils font simplement partie du décor. Tous les riches de cette espèce à laquelle appartient. Henry ont une particularité en commun, un désir irrépressible de devenir encore plus riche. 10 millions, ce n'est pas assez. 20 millions non plus. Ils sont esclaves d'une soif insatiable d'argent et vivent dans la hantise de se réveiller un matin, sans un sou sur leur compte en banque. Ces personnes ont recours à différentes méthodes pour accroître leur fortune. Certains achètent des actions et regardent les cours monter et descendre. D'autres achètent des terres, de l'art ou des diamants. D'autres jouent à la roulette, au blackjack ou parient sur des chevaux, parient sur n'importe quoi d'ailleurs. Henry Sugar faisait partie de cela, et il n'hésitait pas à tricher quand l'occasion se présentait. Lors d'un week-end d'été, Henry quitta Londres pour la campagne, invité par Sir William de Bleu. La maison et le domaine étaient magnifiques. Quand Henry arriva le samedi, il se trouva qu'il pleuvait à verse. L'hôte et ses autres invités tuaient le temps en jouant à des jeux, tandis qu'Henry, l'air morose, regardait la pluie s'écraser contre des carreaux. Henry déambula dans le salon, puis dans le grand hall. Il flâna sans but, à travers la maison, et finit par tomber sur la bibliothèque. Le père de Sir William était un grand collectionneur, et les 4 murs de cette immense pièce étaient couverts du sol au plafond de magnifiques volumes reliés. Henry Sugar n'était pas intéressé. Les seuls livres qu'il lisait étaient des policiers. Rien de cela ici. Il allait sortir quand? Son regard fut attiré par un livre à l'aspect très différent. Il était si fin qu'il ne l'aurait jamais remarqué s'il n'avait pas légèrement dépassé de la rangée. Il le sortit de l'étagère. C'était un simple cahier d'exercice à couverture cartonnée, comme ceux qu'utilisent les écoliers. Il était bleu foncé et ne portait aucun titre. Sur la première page, on pouvait lire minutieusement écrit à l'encre noire. Étrange, bizarre. Le pouvoir que... Qu'est-ce que c'est? Il s'installa dans un fauteuil et l'ouvrit à la première page. Voici ce qu'Henry lut dans le petit cahier d'exercice bleu. Je m'appelle Zid Satterjee. Je suis chirurgien au Lords and Ladies Hospital de Calcutta. Le matin du 2 décembre 1935, j'étais dans la salle de garde en train de prendre le thé. 3 autres médecins étaient présents. Les docteurs Marshall, Miltra et McFarlane. On frappa à la porte. Entresse, dit-je. Excusez-moi, messieurs, pourrais-je vous demander un service? C'est une salle privée, dis-je. Oui, je sais. Je suis navré de faire éruption de la sorte, mais j'ai une chose, je crois, très intéressante à vous montrer. Nous étions agacés tous les 4 et ne répondîmes rien. Messieurs, je suis un homme qui voit sans se servir de ses yeux. C'était un petit homme d'une 60aine d'années, avec une moustache blanche et de curieuses touffes de cheveux noirs qui lui sortaient des oreilles. Vous pouvez m'envelopper la tête de ce qu'il vous plaira, même de 50 bandages, et je pourrai tout de même vous lire un livre. Il semblait parfaitement sérieux. Je commençais à me sentir piqué par la curiosité. Entresse, je vous prie. Alors, combien de doigts vous montre le docteur Marshall? 7. Encore, dis-je. 9. Encore, dis-je. 3. Encore, dis-je. De nouveau. 3. Encore. Aucun doigt. Quel est le truc? Il n'y a pas de truc. C'est une capacité que j'ai acquise après des années d'entraînement. Quel genre d'entraînement? Pardonnez-moi, monsieur, mais c'est un secret. Que peut-on faire pour vous? Je travaille dans un théâtre ambulant. Nous venons d'arriver à Calcutta et ce soir, nous donnons notre première représentation au Royal Palace Hall. Sur le programme, je suis annoncé comme Imdad Khan, l'homme qui voit sans ses yeux. Quand notre troupe arrive dans une nouvelle ville, je me rends dans le plus grand hôpital et demande au médecin de me bander les yeux, le plus sérieusement et le plus scrupuleusement possible. Il est important que cette tâche
soient confiés à des médecins. Sinon, les gens penseront que je trie. Ensuite, je sors dans la rue et je fais quelque chose de dangereux. Je regardais mes trois confrères. Les docteurs Mitra et McFarlane devaient retourner à leurs patients. Allez-y. Mais le docteur Marshall dit, oh, tenez, puis pourquoi pas. Mais faisons le travail correctement. Assurons-nous qu'il ne peut absolument rien voir. C'est très aimable à vous, messieurs. Faites comme bon vous semble. Avant de lui bander les yeux, dis-je au docteur Marshall, recouvrons-lui les orbites d'une substance opaque et visqueuse. De la pâte, très bien. Descendez à la boulangerie de l'hôpital, et je l'emmène au bloc pour lui sceller les paupières. Je conduis Imdad Khan jusqu'au bloc opératoire de l'hôpital. Allongez-vous, s'il vous plaît, dis-je. Je sortis d'une armoire un petit flacon de collodion. Je vais vous coller les paupières avec ce produit. Comment pourrais-je l'enlever après? Il vous suffira de vous tamponner délicatement les cils avec un peu d'alcool. Cela le dissoudra. Gardez bien les yeux fermés le temps que le liquide durcisse. 2 minutes s'écoulèrent. Essayez d'ouvrir les yeux, dis-je. Bien sûr, il ne pouvait pas. Je pris la pâte que le docteur Marshall m'apporta et je l'appliquai sur l'un des yeux d'Imdad Khan. Je remplis toute l'orbite et laissai la pâte déborder sur les arcades et les pommettes. Je fis de même avec l'autre œil. J'appuyai bien fort sur les côtés. Ce n'est pas trop désagréable, demandai-je. Non, pas du tout, merci. Faites le pansement, dis-je au docteur Marshall. J'ai les doigts qui collent. Avec plaisir. Nous allons placer ceci. Il appliqua 2 épaisses boules de coton sur les orbites recouvertes de pâte. Redressez-vous. Le docteur Marshall enveloppa toute la tête d'un pansement de 8 cm de large. S'il vous plaît, laissez mon nez à l'air libre que je puisse respirer. Bien sûr. Pardon. Cela risque d'être un tout petit peu serré. Qu'en dites-vous? Splendide, dis-je. On aurait dit qu'il venait de subir une lourde opération du cerveau. Comment vous sentez-vous? Très bien, merci. Je vous félicite, messieurs, pour la minutie de votre travail. Imdad Khan descendit du lit et se dirigea droit vers la porte. Grand Dieu, vous avez vu ça. Il a tout de suite trouvé la poignée. Le docteur Marshall restait interdit. Imdad Khan marchait d'un pas vif tout à fait normalement dans le couloir de l'hôpital. Nous étions à 5 mètres derrière lui et c'était effarant de voir un homme, la tête entourée d'un énorme bandage blanc, flâner tranquillement dans lui. Les pauvres Arctic, il l'a vu, hurlai-je. Il a vu le chariot. C'est absolument incroyable. Le docteur Marshall ne répondit rien. La stupéfaction avait figé son visage. Imdad Khan parvint à l'escalier et le descendit sans aucun problème, sans même poser la main sur la rampe. Il croisa des gens qui montaient. Voyez leur réaction. Arrivé en bas de l'escalier, il tourna et sortit dans la rue. Avec le docteur Marshall, nous le suivions de près. Devant nous, dans la cour, une foule d'une centaine d'enfants pieds nus hurla, et se rua vers notre visiteur à tête blanche. Il les salua en levant haut les bras. Il se dirigea droit vers une bicyclette, l'enfourcha et fit le tour de la cour. Les enfants pieds nus hurlaient, riaient, lui couraient après, et se lançaient à toute allure dans la rue, dans la circulation chaotique, au milieu des voitures qui le doublaient, le frôlaient, le klaxonnaient. Il était superbe. Nous le suivîmes du regard quelque temps, puis il disparut au coin d'une rue. Alors ça, je n'arrive pas à le croire, dit le docteur Marshall. Alors ça, je n'arrive pas à le croire. Moi non plus, dis-je. Nous venons d'assister à un miracle. Je passai le reste de la journée à m'occuper de mes patients à l'hôpital. À 6 heures du soir, je rentrai à mon appartement pour me changer. Je pris une longue douche froide, puis vêtu de ma serviette. Je m'assis sous la véranda pour boire un whisky soda. À 18h50, j'arrivai au Royal Palace Hall. Le spectacle dura 2 heures. À ma grande surprise, il me plut. Le jongleur, le charmeur de serpents, le cracheur de feu, la valeur de sabre qui s'enfonçait une épée d'1,20 m dans la gorge jusqu'au ventre. Et enfin, au son d'une fanfare de trompette, le numéro de notre ami Imdad Khan. On invita des membres du public à lui bander les yeux avec des écharpes et des draps, et il lança des couteaux tout autour d'un petit garçon, avant de tirer au pistolet sur une boîte de conserve placée sur sa tête. Puis, pour finir, c'est sur la sienne que quelqu'un va poser un baril en métal. Le garçon mit une aiguille dans l'une des mains d'Imdad Khan et un fil de coton dans l'autre. On installa une énorme loupe devant lui et, avec une impeccable dextérité, il fit passer le fil dans le chat de l'aiguille. Jin, restez où je vais. Je trouvai Imdad Khan dans sa loge, tranquillement assis, en train de retirer son maquillage de scène. Vous êtes curieux, docteur? Je me trompe. Très curieux, dis-je. J'étais à nouveau frappé par les épaisses touffes de cheveux noirs qui lui sortaient des oreilles. Je n'avais jamais rien vu de tel sur qui que ce soit auparavant. J'ai une proposition. Je ne suis pas écrivain. Mais si vous me racontez exactement comment vous avez développé cette capacité à voir sans vos yeux, je la transcrirai aussi fidèlement que possible. Puis, je la taperai à la machine et j'essaierai de la faire publier dans le British Medical Journal ou dans un célèbre magazine. Cela vous aiderait à vous faire davantage connaître. Cela m'aiderait beaucoup. Splendide. J'ai une sténotype dont je me sers pour noter les antécédents de mes patients. Je pense avoir consigné mot pour mot tout ce que m'a dit Imdad Khan ce soir-là. Et je vous le rapporte exactement comme il me l'a dit.
Je suis né dans l'État du Cachemire en 1873. Mon père était contrôleur pour le réseau national des chemins de fer. Un jour, un illusionniste vint dans notre école jouer son spectacle. J'étais subjugué. 2 semaines plus tard, je pris toutes mes économies et m'enfuis de chez moi pour rejoindre une troupe de théâtre ambulant. C'était en 1886. J'avais 13 ans. Pendant 3 ans, je suivis cette compagnie à travers tout le Pendjab et je finis par devenir la tête d'affiche. Durant tout ce temps, j'économisais de l'argent et je parvins à réunir un peu plus de 3000 roupies. Ce fut à ce moment-là que j'entendis parler d'un célèbre yogi qui avait acquis la très rare maîtrise de la lévitation. On racontait que lorsqu'il priait, son corps s'élevait et restait suspendu à 50 cm du sol. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'effet était saisissant. Je quittai la troupe et me mis à la recherche d'un petit village sur les rives du Gange, où, d'après la rumeur, vivait ce yogi. Un jour, j'entendis un voyageur parler d'un ermite qu'il avait rencontré non loin d'ici, et qui vivait seul en plein cœur de la jungle. Il ne m'en fallut pas plus. Je courus louer une voiture à cheval. Tandis que je négociais avec le cocher, un homme s'approcha et me dit qu'il allait dans la même direction. Il suggéra que nous fassions route ensemble et que nous partagions les frais. Vraiment, quelle chance extraordinaire. En parlant à mon compagnon, j'appris qu'il était un disciple du grand yogi lui-même et qu'il était en route pour rendre visite à son maître. Je ne peux me retenir de m'écrier. C'est l'homme que je cherche. Pourrais-je le rencontrer? Mon compagnon se tourna vers moi et me regarda longuement. C'est impossible, répondit-il. À partir de ce moment-là, il refusa de répondre à mes questions. Je réussis cependant à obtenir une petite information, l'heure à laquelle le grand yogi commençait sa méditation. Mon compagnon demanda à arrêter la voiture, mit pied à terre et s'éloigna. Je prétendis continuer ma route, mais au virage suivant, je descendis et m'engageai discrètement sur le sentier. Seulement, l'homme avait déjà disparu dans la jungle. J'entendis un bruit dans les broussailles. Si ce n'est pas lui, pensai-je, alors c'est un tigre, et il va me bondir dessus, me lacérer de ses griffes et me réduire en lambeaux de chair sanguinolents, avant de me dévorer. Mais c'était lui. Il n'y avait pas l'ombre du début d'un chemin, pas même une trace là où il marchait. Il se frayait un passage au milieu de grands bambous, et de toutes sortes de plantes au feuillage dense. Je le suivais le plus discrètement possible, en restant toujours une centaine de mètres derrière lui. Quand je le perdais de vue, ce qui arrivait très souvent, je pouvais continuer à le suivre grâce au bruit de ses pas. Ce jeu du chat et de la souris se poursuivit pendant une demi-heure. Puis, soudain, je n'entendis plus l'homme devant moi. Je m'arrêtai et tendis l'oreille. Tout à coup, à travers la végétation dense, je vis une clairière et de petits tucs. Mon cœur s'emballa. Il y avait un trou d'eau et une natte de prière près de la hutte la plus proche. Et juste devant, un immense baobab pourvu de magnifiques branches épaisses et feuillues. J'attendis dans la chaleur étouffante de midi, puis j'attendis encore dans la lourde moiteur de l'après-midi. Et vers 5 heures, je décidai de grimper discrètement dans mon arbre et de me cacher parmi les feuilles. Enfin, le grand yogi sortit de sa hutte. Il s'assit en tailleur sur la natte. Chacun de ses mouvements était calme et délicat. Il posa ses mains, paume vers le bas, sur ses genoux, et prit une profonde inspiration par le nez. Je remarquai déjà une sorte de lumière qui commençait à émaner de lui. Durant 14 minutes, il resta parfaitement immobile dans cette position, et alors que je le regardais, je vis, de mes yeux, son corps s'élever, lentement au-dessus du sol. 30 cm, 45, 50. 1 mètre au-dessus de la nappe. Perché dans mon arbre, je me dis à moi-même, tu as devant toi un homme assis dans les airs. Pendant 6 minutes, d'après ma montre, son corps resta suspendu. Puis il redescendit lentement vers le sol, jusqu'à ce que ses fesses soient à nouveau posées sur la nappe. Je descendis de mon arbre et courus vers lui. Le grand yogi se lavait les mains et les pieds dans une cuvette. « Depuis quand êtes-vous là » demanda-t-il sèchement. Puis il attrapa une brique et me la jeta si fort dessus, qu'elle se brisa en heurtant ma jambe droite juste au-dessus du genou. J'ai encore la cicatrice. Tenez, je vous la montre. En vérité, ce fut un coup de chance. Un grand yogi n'est pas censé perdre son sang-froid et lancer des briques. Le vieil homme se sentait humilié, plein de remords et profondément déçu de lui-même. Et il m'expliqua qu'il ne pouvait m'accepter comme disciple, mais qu'il me dispenserait tout de même un enseignement informel, afin de se faire pardonner l'attaque qu'il m'avait infligée. Attaque que j'avais amplement méritée, soit dit en passant. Nous étions en 1890. J'avais presque 17 ans. Alors, quel était l'enseignement du grand yogi? Eh bien, le voici. L'esprit est très dispersé. Il se préoccupe de milliers de choses différentes à la fois. Ce que vous voyez autour de vous, ce que vous entendez, sainteté. Ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous essayez de ne pas penser. Vous devez apprendre à concentrer votre esprit afin de pouvoir visualiser un élément, un seul élément, et absolument rien d'autre. Si vous travaillez suffisamment dur, vous pourrez concentrer
votre esprit consciencieux, n'importe quel objet de votre choix, durant environ 3 minutes et demie. Cela devrait vous prendre 20 ans, en travaillant chaque jour, sans relâche. 20 ans? M'écriai-je. 20 ans. Peut être plus. 20 ans, c'est la moyenne. Si tant est que vous y parveniez un jour, mais je serai un vieil homme d'ici là. La durée est variable. Certains mettent 10 ans, d'autres mettent 30. Dans de très rares occasions, des individus particulièrement doués parviennent à développer ce pouvoir, en seulement 1 ou 2 ans. Mais on parle d'un sur 1 milliard, pas de vous. Est-ce vraiment si difficile de concentrer l'esprit pendant? Et c'est presque impossible. Essayez, vous verrez. Fermez les yeux et pensez à quelque chose. Ne pensez qu'à un seul objet. Visualisez-le comme s'il était devant vous. Dans quelques secondes, votre esprit va s'échapper. D'autres pensées vont vous envahir. C'est très difficile. Ainsi parla le vieux sage, le grand yogi. C'est alors que je commençais mes exercices. Chaque soir, je m'asseyais, je fermais les yeux, et je visualisais la personne que j'aimais le plus au monde, c'est-à-dire mon frère aîné, décédé à l'âge de 10 ans d'une maladie du sang. Je me concentrais pour voir son visage. Mais dès que mon esprit commençait à vagabonder, je stoppais l'exercice. Je me reposais quelques minutes, puis je recommençais. Après 5 ans d'entraînement quotidien, je parvenais à me concentrer exclusivement sur le visage de mon frère pendant 1 minute et demie. Je progressais. Dans le même temps, je commençais à bien gagner ma vie grâce à des numéros d'illusionnistes. J'étais naturellement doué pour les tours de passe-passe, mais je continuais quotidiennement mes exercices. Chaque soir, où que je me trouve, je m'installais dans un endroit tranquille et concentrais mon esprit pour visualiser le visage de mon frère. Regardez la flamme. La flamme d'une bougie, comme vous le savez, est constituée de 3 parties. Le jour au sommet, le mauve à la base et le noir à l'intérieur. Je plaçais la bougie à 40 mètres de mon visage, exactement à hauteur de mes yeux. Ainsi, je n'avais absolument pas besoin d'utiliser les muscles de mes yeux pour regarder en haut ou en bas. Je fixais la partie noire en son centre jusqu'à ce que tout disparaisse autour de moi. Puis, je fermais les yeux et commençais à me concentrer sur le visage de mon frère. En 1907, à l'âge de 34 ans, je pouvais me concentrer pendant 3 minutes, sans que mon esprit ne s'échappe à aucun moment. C'est également à cette époque que je commençais à prendre conscience d'une faculté naissante, une impression que j'avais lorsque je fermais les yeux, et que je regardais fixement quelque chose avec une puissante intensité. Je parvenais à voir les contours de l'objet que je regardais. Je repensais à une phrase que le vieux yogi m'avait dit. Certains sages sont parvenus à développer un tel degré de concentration qu'ils sont capables de voir sans leurs yeux. Chaque soir, après avoir pratiqué mes exercices sur la flamme de la bougie, je buvais une tasse de café. Je mettais un bandeau sur mes yeux. Je m'asseyais sur ma chaise et j'essayais de voir sans mes yeux. Je commençais avec un jeu de cartes. Je scrutais le dos et en devinais la valeur. J'eus tout de suite un taux de réussite de 60%. Ensuite, j'achetais des cartes géographiques et marines que j'accrochais au mur de ma chambre. Je les fixais pendant des heures, les yeux bandés, en essayant de lire les petits caractères des noms des villes et des fleuves. Chaque soir, pendant les 8 ans qui suivirent, je m'astreignais à suivre cet entraînement. En 1915, j'étais capable de lire un livre du début à la fin, les yeux bandés. Enfin, je l'avais. J'avais ce pouvoir. Bien sûr, comme vous le savez, ce numéro est devenu tout mon spectacle. Le public adorait, mais personne n'a jamais cru que c'était authentique. Encore aujourd'hui, même des médecins tels que vous, qui me bandent les yeux le plus scrupuleusement possible, refusent de croire que quiconque puisse voir sans ses yeux. Ils oublient qu'il y a d'autres manières d'envoyer une image au cerveau. Imdad Khan demeura silencieux. Il était fatigué. Quelle autre manière? Demandai-je. Très honnêtement, je n'en sais rien. C'est une autre partie du corps qui prend en charge la vision. Quelle partie? Cette nuit-là, je ne me couchais pas. Cet homme ferait sauter au plafond tous les scientifiques du monde. Il était d'une valeur inestimable. Je devais découvrir le processus exact, biologique, chimique ou magique, qui permet au cerveau de voir une image sans les yeux. Peut-être les aveugles pourraient-ils le voir, les sourds entendre. Que c'est, je encore. Cet homme extraordinaire ne doit pas être ignoré, pensais-je. J'entamai la transcription minutieuse de tout ce qu'Imdad Khan m'avait dit ce soir-là. J'écrivis durant 5 heures sans m'arrêter. À 8 heures, le lendemain, au moment de partir pour l'hôpital, j'avais terminé le plus important, les pages que vous venez de lire. Je ne croisai le docteur Marshall que dans la salle de garde quand nous prîmes le thé. Je lui racontai tout ce que je pus durant nos 10 minutes de pause. Je retourne au théâtre ce soir, dis-je. Ne le perdons pas de vue. Je viens avec vous. À 7 heures moins le quart, nous partîmes pour le Royal Palasol. J'ai garé la voiture et nous nous approchâmes du théâtre. Il y a un problème, dis-je.
Il n'y avait personne devant la salle et les portes étaient fermées. L'affiche du spectacle était encore en place. Mais je vis quelqu'un qui avait écrit dessus à la peinture noire. Ce soir, représentation annulée. Je demandais au vieux gardien qui était devant la porte. Que se passe-t-il? Quelqu'un est mort. Qui? Bien sûr, je le savais déjà. L'homme qui voit sans ses yeux. Comment? M'écriai-je. Il s'est endormi et ne s'est pas réveillé. Ce sont des choses qui arrivent. Nous retournâmes vers la voiture. Je me sentis submergé par la colère et le chagrin. Je n'aurais jamais dû quitter des yeux cet homme si précieux. J'aurais dû lui laisser ma chambre et m'occuper de lui. Imda Khan était un faiseur de miracles. Il était en lien avec des forces puissantes et mystérieuses inaccessibles au commun des mortels. Maintenant, il était mort. C'est comme ça, dit le docteur Marshall. C'est comme ça. Oui, dit Shay. C'est comme ça. Voilà le rapport précis et véridique de tout ce qui se déroula lors de mes 2 rencontres avec Imda Khan. Bien, bien, bien. Voilà qui est extrêmement intéressant. C'est une information proprement fantastique. Elle pourrait changer ma vie. La fantastique information dont parlait Henry était le fait qu'Imda Khan s'était entraîné à lire la valeur d'une carte à jouer quand celle-ci était retournée. Et comme Henry était un joueur que la tricherie n'effrayait pas, il réalisa tout à coup qu'il pourrait faire fortune. Il descendit à l'office et demanda au maître d'hôtel une bougie, un bougeoir et une règle. Il monta tout dans sa chambre, ferma la porte, tira les rideaux et éteignit la lumière. Il posa la bougie sur la coiffeuse et approcha une chaise. Il nota avec satisfaction que ses yeux étaient à la même hauteur que la mèche. À l'aide de la règle, il positionna son visage à 45 mètres de la bougie, comme indiqué dans le lit. Imda Khan visualisait le visage de la personne qu'il aimait le plus. C'est-à-dire, dans son cas, son défunt frère. Henry n'avait pas de frère, alors il décida de visualiser son propre visage. Tandis qu'Henry fixait la minuscule tache noire au centre de la flamme. Quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le vide se fit dans son esprit et son cerveau cessa de divaguer. Et soudainement, il eut la sensation que son corps tout entier était contenu dans la petite tache noire, levé dans la chaleur de ces néants en combustion. Certes, ce moment n'avait duré que 15 secondes, mais il décida qu'à partir de maintenant, où qu'il se trouvait, quoi qu'il fasse, il s'entraînerait face à la bougie 5 fois par jour. C'était la première fois de sa vie qu'il se consacrait avec enthousiasme à une activité, et il se trouve qu'il progressait de manière remarquable. Au bout de 6 mois, il était capable de se concentrer sur l'image de son visage pendant 3 minutes, sans qu'aucune pensée parasite lui traverse l'esprit. C'est moi, pensa Henry. C'est moi, cette personne, sur 1 milliard, capable d'acquérir des pouvoirs yogiques en un temps record. À la fin de la première année, il avait dépassé 5 minutes et demie. Le temps était venu. Le salon de l'appartement d'Henry à Londres, minuit. Henry tremble d'excitation, tandis que pour la première fois, il place un paquet de cartes à l'envers devant lui et se concentre sur la première. Tout ce qu'il voit au premier abord, ce sont les fines lignes rouges à l'arrière du paquet, probablement le motif le plus commun sur des cartes à jouer. Il déplace son attention du motif en lui-même vers l'autre côté de la carte. Il se concentre de toutes ses forces sur l'invisible en dessous de la carte. 30 secondes s'écoulent. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Henry ne bouge pas d'un cil. Son esprit, désormais s'aiguisé, est en concentration totale. Il visualise la face cachée de la première carte. Aucune autre pensée ne doit venir parasiter son esprit. Durant la 4e minute, quelque chose se produit. Lentement, comme par magie, mais distinctement. La masse noire devient le gribouillis devient un 5. Le 5 de les doigts tremblants. Il attrape la carte et la retourne. J'ai réussi. Qui? Henry devient un fanatique. Il ne quitte son appartement pour acheter à boire et à manger. Toute la journée, et souvent jusqu'à tard dans la nuit. Il scrute ses cartes, le chronomètre à la main, réduisant son temps seconde après seconde. En 1 mois, il descend à 1 minute et demie. En 6 mois, à 20 secondes. 7 mois de plus. 10 secondes pile. Son objectif est 5. Il sait qu'à moins de ne pouvoir lire une carte en un maximum de 5 secondes, il ne pourra pas réussir dans les casinos. Plus il s'approche de son objectif, plus il devient difficile à atteindre. Il lui faut 4 semaines pour passer de 10 secondes à 9. 5 pour passer de 9 à 8. Au point où il en est, travailler dur ne le dérange plus. Il peut travailler 12 heures d'affilée sans aucun problème. Il est désormais absolument certain qu'il atteindra son but. Les 2 dernières secondes sont les plus difficiles. 11 énigmes. Ouais. Mais un samedi en fin d'après-midi, 5 secondes. Il fait défiler tout le paquet. Ce chronomètre pour chaque carte. 5 secondes.
5 secondes. 5 secondes. Combien de temps lui a-t-il fallu pour atteindre ce moment? 3 ans et 3 mois d'efforts ininterrompus. Il y avait plus d'une centaine de casinos à Londres. Henry était membre d'au moins une dizaine d'entre eux. Le Lansos était son préféré. Situé dans un magnifique hôtel géorgien, c'était le plus élégant du pays. Bonsoir, Monsieur Sugar, dit l'employé dont le travail était de ne jamais oublier un visage. Henry gravit les magnifiques escaliers et entra dans le bureau du caissier. Il fit un chèque de 10. 0, 0, 0 livres. Des femmes bien nourries tournaient autour de la roulette, comme de grosses poules autour d'un seau de grains. Des hommes au visage cramoisi, le cigare aux lèvres, comptaient leurs jetons, les yeux luisants d'avidité. Curieux, pour la première fois de sa vie, Henry éprouva du dégoût à la vue de cette pièce remplie d'affreux nantis. Il chercha une place libre à une table de blackjack, juste à gauche du croupier. Celui-ci prit la plaque d'Henry et la glissa dans une fente de la table. C'était un jeune soixantenaire, aux yeux noirs et à la peau grise. Il ne souriait jamais et ne parlait qu'en cas de besoin. Il avait des mains particulièrement fines qui semblaient maîtriser l'arithmétique. Il prit une pile de jetons de 25 livres et les plaça sur la table. Il n'avait pas besoin de les compter. Ses doigts agiles ne se trompaient jamais. Il fit glisser la pile vers Henry. Tandis qu'il alignait ses jetons, il jeta un œil à la première carte du sabot. En 5 secondes, il reconnut un 10. Il avança 8 jetons. 200 livres, la mise maximale autorisée au Lord's House pour le blackjack. On lui donna le 10. Puis, comme deuxième carte, un 9, ce qui faisait 19. À 19, on s'arrête et on croise les doigts pour que le croupier ne fasse pas 20 ou 21, ce qui est rare. Quand ce fut à nouveau le tour d'Henry, il dit 19 et passa au joueur suivant. Attendez, dit Henry. Le croupier s'arrêta et revint à lui. Il haussa les sourcils et le regarda froidement de ses yeux noirs. Vous souhaitez tirer à 19, demanda Teddy sèchement. Il n'y avait que 2 cartes dans le sabot qui pouvaient faire gagner à Henry. L'as et le 2. Seul un idiot tirerait une autre carte à 19, surtout avec 200 livres sur la table. Le dos de la prochaine carte était parfaitement visible. Le croupier ne l'avait pas touché. Oui, dit Henry. Une autre carte. Le croupier s'exécuta. Le 2 de trèfle vint parfaitement compléter le 9 et le 10 de la main d'Henry. 20 éteints. Dit calmement le croupier. Ses yeux noirs se posèrent de nouveau sur le visage d'Henry et le fixèrent, silencieux, méfiant, perplexe. Henry l'avait désarçonné. Il n'avait jamais vu personne tirer à 19. Cet homme l'avait fait avec un calme et une assurance qui l'avait sidéré. Et il avait gagné. Henry croisa son regard et comprit qu'il avait commis une grossière erreur. Il avait attiré l'attention. S'il vous plaît, il ne devait pas recommencer. Il lui fallait être prudent et même se forcer à perdre, de temps à autre. La partie continua. L'avantage d'Henry était si grand qu'il avait du mal à maintenir ses gains dans une limite raisonnable. En 1 heure, il avait gagné 30. 0, 0, 0 livres. Il s'arrêta là. Il aurait aussi bien pu continuer jusqu'à 1 million. Merci. Désormais, Henry était capable de gagner de l'argent plus rapidement que n'importe qui dans le monde. Si cette histoire avait été inventée et non réelle, il aurait été nécessaire à ce moment de l'intrigue d'imaginer une fin haletante et surprenante, quelque chose de dramatique et de singulier. Par exemple, Henry pourrait rentrer chez lui, se mettre à compter son argent, et ce faisant, commencerait à se sentir mal, une douleur à la poitrine. Il décide d'aller se coucher tout de suite. Il se déshabille, marche nu jusqu'à la commode, pour enfiler son pyjama, passe devant le grand miroir, posé contre le mur. Il s'arrête. Automatiquement, par habitude, il concentre son esprit, et tout à coup, il voit à travers sa peau, comme au rayon X, mais plus précisément encore, il voit tout. Les artères, les veines, le sang qui l'irrigue, le foie, les reins, les intestins. Il voit son cœur qui bat. Il regarde le point dans sa poitrine d'où vient la douleur, et voit une petite masse sombre dans la grande veine qui remonte jusqu'au cœur du côté droit. Un caillou qui, à première vue, ne se déplace pas, puis il bouge, très légèrement, d'1 ou 2 millimètres tout au plus. Dans la veine, le sang circule et pousse le caillot sur son passage. Celui-ci bouge une nouvelle fois. Il avance ce coup-ci d'1,5 centimètre. Henry regarde avec effroi. Il sait qu'un caillot de sang qui circule dans le corps à l'intérieur d'une veine est voué tôt ou tard à atteindre le cœur. Il va mourir. Ce serait une bonne fin pour une œuvre de fiction. Mais ce n'est pas une fiction, c'est une histoire vraie. La seule chose fausse, c'est le nom d'Henry, qui n'est pas Henry Sugar. Son anonymat devait être préservé, et doit encore l'être. Mais à part ça, cette histoire est vraie. Et puisque c'est une histoire vraie, la vraie fin doit être révélée. Voici ce qui s'est vraiment passé. Henry marcha pendant 1 heure. L'air frais du soir était agréable, et la ville bouillonnait encore. Il sentait l'épaisse glace de billets dans la poche intérieure de sa veste. Il la tapota doucement. C'était beaucoup d'argent pour 1 heure de travail. Pourtant, quelque chose le tracassait. Il ne comprenait pas pourquoi il ressentait aussi peu d'enthousiasme après un tel succès. Si cela lui était arrivé il y a 3 ans, avant qu'il ne commence son entraînement,
certainement. Il aurait sauté de joie. Il se serait précipité dans la discothèque la plus proche pour fêter ça. Mais Henry ne ressentait aucune joie. Il se sentait triste. Chaque fois qu'il avait misé, il était certain de gagner. Il n'y avait plus de frissons, plus de tension, plus de danger. Il savait qu'il pourrait parcourir le monde en amassant des millions, mais allait y prendre du plaisir. En outre, il n'était pas impossible que l'entraînement qu'il avait suivi pour acquérir ses pouvoirs yogiques ait profondément transformé sa façon de voir la vie. C'était même probable. Le lendemain matin, Henry se réveilla tard. Il se leva, vit l'énorme liasse de billets posée sur la coiffeuse, et, entre son, n'en voulait plus. Bonjour, monsieur. C'est pour vous, c'est un cadeau. Mettez-le dans votre poche. Vous pouvez. On sonne à la porte. Qu'est-ce que vous fabriquez? Bon sang. Bonjour, monsieur l'agent. Navré pour la cohue. Je voulais seulement donner de l'argent. Vous provoquez une émeute. Je voulais donner de l'argent, mais excusez-moi, je ne le ferai plus. La foule va se disperser, j'en suis sûr. Le policier ôta une main de ses hanches et sortit un billet de 50 livres. Oh, vous en avez eu un? Vous aussi? C'est une pièce à conviction. D'où vient tout cet argent? Je l'ai gagné au blackjack. J'ai eu énormément de chance hier soir. Henry donna le nom du casino et le policier le nota dans un petit calepin. Vérifiez, ils confirmeront. Le policier baissa son carnet. Je m'en fiche. Vraiment, je n'en ai strictement rien à faire. À vrai dire, je crois à votre histoire, mais cela n'excuse en aucune manière ce que vous venez de faire. Mais je n'ai pourtant rien commis d'illégal. D'illégal, sombre crétin. Si vous êtes assez chanceux pour gagner une somme d'argent aussi considérable, et que vous voulez la distribuer, ne la jetez pas par les fenêtres. Donnez-la pour qu'on en fasse bon usage à un hôpital, par exemple, ou un orphelinat. Il y a des orphelinats aux quatre coins du pays, qui n'ont même pas assez d'argent pour offrir des cadeaux de Noël aux enfants. Et voilà un imbécile dans votre genre qui n'a jamais su ce que c'était que se retrouver dans le besoin, et qui balance son argent par la fenêtre. Le policier dévala l'escalier et claqua à la porte de l'immeuble. Henry ne bougea pas. Les mots du policier et la réelle colère qui l'animait l'avaient profondément frappé. Il avait honte de lui. C'était un sentiment affreux. Puis tout à coup, Henry sentit une puissante décharge électrique lui traverser le corps de part en part. C'est là que commença à prendre forme la grande idée merveilleuse qui allait tout changer. Il se mit à faire les 100 pas et à énumérer tous les points qui rendraient cette grande idée possible. 1. Je vais m'employer à gagner une très grosse somme d'argent chaque jour de ma vie, et ce, jusqu'à ma mort. 2. Je ne dois pas me rendre dans le même casino plus d'une fois en 6 mois. 3. Je ne dois pas gagner trop d'argent d'un coup. 50 000 livres par soir, ce sera ma limite. 4. 50 000 livres par soir pendant 365 jours. Cela fait 8 250 000 livres. 5. Je ne m'établirai nulle part. Pas plus de 2 ou 3 soirs de suite dans la même ville. Londres, Monte-Carlo, Kansas, Biarritz, Deauville, Las Vegas, Mexico, Buenos Aires, Nassau. 6. Grâce à l'argent que je réunirai, j'ouvrirai des hôpitaux et des orphelinats partout dans le monde. S'il s'agissait d'un rêve, il pourrait paraître naïf ou sentimental, mais j'entends bien en faire une réalité, et je crois que ça n'aura rien de naïf. Au contraire, ce sera quelque chose d'extraordinaire. 7. Il me faut un partenaire, quelqu'un qui recevra l'argent depuis son bureau et le redistribuera à ceux qui en ont besoin. Quelqu'un en qui je puisse avoir une profonde et totale confiance. John Winston était le comptable d'Henry, anciennement celui du père d'Henry, et le père de Winston avait été celui du père d'Henry. Vous pourriez devenir l'homme le plus riche du monde. Je ne veux pas devenir l'homme le plus riche du monde. Je ne peux pas rester en Angleterre. Les impôts nous prendraient. Je m'installerai en Suisse. Mais pas dans les prochains jours. Je ne suis pas un célibataire, sans attache ni responsabilité comme vous. Je dois parler à ma femme
et à mes enfants. Je dois démissionner de mon cabinet. Je dois vendre ma maison. Je dois en trouver une autre en Suisse. Je dois retirer mes enfants de l'école. Tout cela prend du temps. Un an plus tard, Henry avait fait parvenir plus de 120 millions de livres à John Winston à Lausanne. L'argent était versé 5 jours par semaine à une société suisse. La compagnie Winston et Sugar. Personne à part John Winston et Henry ne savait d'où provenait l'argent, ni à quoi il servirait. Le versement du lundi était toujours le plus important, car il comprenait les gains du vendredi, samedi et dimanche, quand les banques étaient fermées. Henry se déplaçait à une vitesse stupéfiante et pouvait changer plusieurs fois d'identité dans la même semaine. Souvent, le seul indice dont disposait John pour le localiser était l'adresse de la banque qui avait effectué le virement. C'était réellement extraordinaire. Et l'Anglais des portes Henry est mort l'an dernier, à l'âge de 63 ans d'une embolie pulmonaire. Il l'avait littéralement vu venir, mais se sentait en paix avec lui-même. Il avait suivi son plan à la lettre pendant plus de 20 ans et avait amassé 644 millions de livres. Il laissait derrière lui 20 et un orphelinat et hôpitaux pour enfants, qu'il avait fait construire à travers le monde et qui étaient gérés et financés depuis Lausanne par John Winston et son équipe. Sa tâche était accomplie. Mais alors, comment ai-je appris tout cela? Très bonne question, je vais vous le dire. Peu après la mort d'Henry, John Winston me téléphona depuis la Suisse. Il se présenta simplement comme le directeur d'une société du nom de Company Winston et Sugar. Il me demanda de venir le rencontrer à Lausanne, dans le but d'écrire une brève histoire de son organisation. J'ignore comment il me choisit, sûrement au hasard dans une liste d'auteurs dont il disposait. Il me dit que je serais bien payé, et ajouta: « Un homme remarquable nous a quittés récemment. Il s'appelait Henry Sugar. Il est important que les gens sachent ce qu'il a fait pour l'humanité. » Ignorant tout de l'histoire, je lui demandai si elle était assez intéressante pour mériter d'être racontée par écrit. Ma question contraria grandement John Winston, peut-être même qu'elle l'offensa. En 5 minutes au téléphone, il me raconta tout de la carrière secrète d'Henry Sugar, qui n'était d'ailleurs plus secrète. Henry était mort et n'entrerait plus jamais dans un casino. J'arrive, dis-je. À Lausanne, je rencontrai John Winston, qui avait maintenant 70 ans, et Max Engelmann, un maquilleur réputé, qui suivait Henry dans ses voyages, et lui créait de fantastiques déguisements pour cacher son identité. La mort d'Henry les avait tous deux bouleversés. Max davantage encore que John Winston. Je l'adorais, c'était un grand homme. John Winston me montra l'original du cahier d'exercice bleu, foncé écrit par Z.G. Terje à Calcutta en 1935. Plus tard, je le recopiai mot pour mot. Une dernière question, dis-je. Vous l'appelez toujours Henry Sugar, mais vous m'avez confié que ce n'était pas son vrai nom. Voulez-vous que je dise qui il était réellement quand j'écrirai son histoire? Non, répondit John Winston. Max et moi avons promis de ne jamais révéler son identité. J'imagine que cela finira par se savoir tôt ou tard. Après tout, il venait d'une famille anglaise bien connue, mais j'apprécierais que vous ne cherchiez pas à savoir. Appelez-le simplement M. Henry Sugar. Et c'est ce que j'ai fait.